On enchaîne toujours sur la thématique de l'islamophobie, parce que je pense que vous l'avez vu, la semaine dernière, Absolument. il y a un sondage complètement hallucinant, une enquête, comme ils disent chez CNews et compagnie, sur l'état des lieux du rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France, sous-titre entre réislamisation et tentation islamiste. Et donc, cette enquête, ce sondage, on va appeler ça le sondage de IFOP, a fait beaucoup de bruit parce que, déjà, il a été repris par tous les médias réac, d'accord, notamment CNews, mais pas que. Et c'est une discussion que j'avais un petit peu avant et qui, pour moi, est un des points importants, c'est que il a été très, très largement partagé sur France Inter, sur LCI, sur France Info, etc. Et donc, on voit que il y a eu, on va dire, une diffusion très large des résultats de ce sondage. Et donc, du côté, je vais faire un petit peu une présentation un peu schématique et simplifiée, parce qu'on ne va pas rentrer dans chaque question, etc. Du côté de l'extrême droite, en gros, c'est de dire, il y a une montée très inquiétante. Voilà, on vous montre des éléments objectifs qui prouvent que, il y a une islamisation, mais qui va vers l'islamisme. Alors, c'est quoi l'islamisme ? Vers l'idéologie des frères musulmans. Alors, c'est quoi les frères musulmans ? C'est quoi le frérisme ? Donc tous ces termes qui font peur, en fait. Et donc, le discours, c'est de dire, en gros, ils vont imposer la charia dans 6 mois, quoi. Tu vois, je la fais simple, mais c'est presque ça, avec des discours et des propos ultra violents, ultra, inquiétant pour la communauté musulmane. Et de l'autre côté, il y a les musulmans déjà qui sont légitimement inquiétés, qui se demandent un petit peu de qui on parle, j'ai envie de dire, et également des politiques à gauche, alors notamment la France Insoumise, je suis désolé pour les autres, mais c'est eux qui montent au charbon, notamment Paul Vannier et notamment Mathilde Panot, et justement, on écoute Mathilde Panot et après on discute avec Youssef et Nordine, l'imam du peuple. Mathilde Panot, une étude de l'Institut IFOP a été très commentée et parfois très critiquée aussi. Elle semble montrer que les musulmans de France sont de plus en plus croyants, ce qui est évidemment leur droit, mais aussi qu'une partie d'entre eux, les plus jeunes, des musulmans notamment, ont une pratique de plus en plus rigoriste de l'islam. Est-ce que ça vous inquiète ? Alors bon, d'abord il faut dire que ce sondage, il a été commandé par une officine d'extrême droite, ça c'est la première chose, et avec une méthode qui n'est absolument pas rigoureuse. C'est-à-dire ? Ça a été décrypté par plusieurs de vos confrères et consoeurs journalistes. Par exemple, un des chiffres qui est beaucoup sorti, qui montre que 46% des musulmans de ce pays seraient pour appliquer la charia en France. Alors que le terme charia n'est pas dans la question qui a été posée. Exactement. Donc le terme charia, pour que tout le monde comprenne, le terme charia n'a jamais été utilisé lorsqu'on posait la question aux gens. Mais pire que ça, si vous décryptez derrière, il n'y a que 15% des personnes interrogées qui disent qu'ils sont pour l'application de la loi musulmane en intégralité, et il y a ensuite 31% qui disent que la loi musulmane doit être adaptée aux règles du pays où l'on vit, donc qui n'a rien à voir avec ça. Donc on a agrégé des résultats qui n'ont rien à voir. Vous considérez que ce sondage est un mensonge ? Ce sondage on a agglutiné des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est-à-dire que, par exemple, je vous cite une autre question. On a demandé aux gens, estimez-vous qu'un musulman peut rompre avec l'islam ? Vous feriez pire en termes d'islam rigoriste. 73% jugent acceptable de rompre avec l'islam. Ouais. Combien c'était la dernière fois ? J'ai pas le chiffre en tête. 43%. Donc ça montre qu'il y a de plus en plus de musulmans et de musulmanes de ce pays qui se disent qu'on peut rompre avec l'islam. Quand vous regardez par exemple sur la question qui est faite sur de savoir est-ce que les musulmans et musulmanes sont plus religieux dans ce pays, eh bien il se trouve que les catholiques aussi, que les personnes juives aussi. Donc maintenant ce sondage a été fait pour une seule chose, et c'est pour ça que l'extrême droite l'instrumentalise à ce point, c'est pour accréditer la thèse des chocs de civilisation dans ce pays, le fait que les musulmans de ce pays seraient des sortes d'ennemis de l'intérieur, et c'est insupportable. Moi, je veux redire, lâchez la grappe aux musulmans de ce pays, lâchez-leur la grappe. Ça suffit de les présenter comme des terroristes en herbe à chaque fois. Pour être parfaitement clair, Mathilde Panot, vous considérez que l'Institut IFOP a menti, qu'il s'est fait avoir, qu'il a
tricher sur les réponses? Écoutez, l'Institut IFOP, quand vous regardez les petites notes de bas de page qui sont faites, puisque c'est comparé avec une étude d'il y a 30 ans, montrent que eux-mêmes disent il faut prendre les résultats avec beaucoup de précaution parce que je ne sais quoi. Donc, ce travail est un travail qui a été fait sur une commande par l'extrême droite pour démontrer que les musulmans de ce pays seraient un éventuel danger. Et je dis alerte. Quand vous avez des chaînes comme CNews qui donc propagent une idéologie d'extrême droite absolument partout, qui ont sur leur bandeau le mot islam tous les jours sur 365 jours, sauf 31 jours dans l'année. Maintenant, ça suffit. Il faut arrêter avec cela. Donc, ce sondage n'est ni fait ni à faire. Dans ce cas-là, vous portez plainte contre l'Institut pour dire c'est un mensonge. La République, par la loi de 1905, garantit la liberté de conscience et la liberté de culte. Ouais. Vous allez attaquer cette semaine, Merci beaucoup, Yazid. Qu'est-ce qu'il allait dire, vous savez? Non, mais après, il passait sur autre chose. Messieurs. Écoute, ce que je vais dire, Samir, et le dire à tous, Nourdine Aoussat, votre humble serviteur, en 1982. Donc ça fait 43 ans, Youssef. J'avais 3 matières dans mon cursus universitaire sur les sondages. Nous avions la statistique descriptive, la statistique analytique et la théorie du sondage. Nous avons tout un module sur 1 an sur la théorie du sondage et j'ai enseigné aussi pendant 20 ans dans le supérieur les études, ce qu'on appelle les études documentaires pour les BTS communication, les BTS des matières commerciales. Donc je sais comment on fabrique un sondage. Et je sais aussi ce que nous appelons de façon objective, c'est-à-dire pas moi, c'est-à-dire tous ceux qui pratiquent les sondages, ce qu'on appelle les biais. Les biais d'un sondage. Il y a des biais involontaires, mais le pire ici, c'est qu'on est devant des biais volontaires. Donc je m'arrête ici, je reprendrai tout à l'heure. Et Youssef, Youssef, je te sens abattu, non? Non, pas du tout. D'abord, ce sondage, qui l'a fait? Le problème, de toute façon, c'est une bonne question. Il y a 3 grandes questions. Qui a commandé le sondage? Écran de veille. Est-ce que tu connais Écran de veille? Oui. Tu connais Écran de veille? Il y a une enquête qui a été faite sur Écran de veille. Vas-y. Il y a une enquête qui a été faite et il semble que l'origine d'Écran de veille, les financiers d'Écran de veille se retrouvent du côté de l'Est de la Méditerranée. La péninsule arabique, tu veux dire? De la péninsule arabique. En tout cas, on prend des pincettes parce très forte hypothèse. Très forte hypothèse. Voilà. Comment un petit État extrêmement délétère de la péninsule arabique, dont le nom est en 3 parties. D'accord. Émirats Arabes Unis, quoi. Voilà, Arabes Unis, Émirats Arabes Unis. Je ne sais pas s'ils sont très unis, mais en tout cas, ils sont... Et on ne sait pas pourquoi ils sont unis en plus. Mais il y a une hypothèse qui... Mais donc, écran de veille, en fait, moi j'ai découvert ça aujourd'hui. Serait une société écran. Serait une société écran de veille. Mais moi je te dis ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont, c'est un magazine. Non mais j'ai halluciné en fait. Et c'est un magazine qui parle exclusivement, en tout cas en très très grande partie, des questions liées à ce qu'ils appellent le frérisme, alors justement, les frères musulmans. C'est-à-dire qu'ils sont en boucle là-dessus. Et j'ai appris aussi, il y a pas très très longtemps, que Nora Bussini, la fameuse auteure des Nouveaux Antisémites, serait une collaboratrice de Écran de veille. Absolument. Alors il y a une hypothèse. Alors bon, je pense que Barjo-Blacker, à ton avis. Bien sûr. Non, je sais pas. Écoute, je pense que c'est là-bas qu'elle a dû prendre des cours d'arabe. Mais en tout cas, il y a Kouloutamam. Kouloutamam, si tu nous vois, Florence. Florence Kouloutamam. Ouais, Kouloutamam, Florence. Et donc, mange toute ta soupe. Vas-y, enchaîne. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, c'est une hypothèse. Alors, même en attendant que cette hypothèse soit confortée ou pas, peu importe, il y a une obsession chez Écran de veille à débusquer les frères musulmans. Alors, pour ceux qui seraient étonnés, faut savoir que les frères musulmans, en tout cas ceux qui sont supposés être frères musulmans, sont les pires ennemis des Émirats Arabes Unis. Ça peut paraître étonnant, mais absolument, ce sont les pires ennemis des Émirats Arabes Unis. Et donc voilà, l'hypothèse qui expliquerait, etc. Mais indépendamment de cela,
écran de veille apparaît comme étant vraiment une structure située à l'extrême droite. Une officine, on peut Une officine vraiment située extrêmement islamophobe. Très réactionnaire. Et alors, islamophobe, on le verra, tout dépend de quel musulman on parle. Mais en tout cas, extrêmement réactionnaire, d'une part. Deuxièmement, on commande généralement on commande un sondage dont on espère déjà le résultat. C'est-à-dire que, voilà, un petit peu. Hein, c'est on trouve les prédictions autoréalisatrices. Voilà. C'est-à-dire qu'on trouve ce qu'on cherche. Ouais. Hein, normalement, quand on cherche, on va un petit peu comme ça, au petit bonheur de la chance. Mais là, non. On trouve ce qu'on cherche, comme par hasard. Et qu'est-ce qu'on cherche ? Eh bien, on cherche réellement à pointer du doigt des personnes en fonction de leurs pratiques religieuses. Alors, de toute évidence, ce sondage est fait de façon pas du tout sérieuse, pas du tout professionnelle, et on sent bien qu'à travers les questions, eh bien, on recherche un résultat, comme je l'ai dit. Il y a une orientation. Il y a une orientation qui est claire. Ensuite, l'IFOP. L'IFOP, il faut savoir ce qu'est l'IFOP. L'IFOP, c'est une structure extrêmement décriée, dont le président n'apparaît pas du tout, selon des tas de témoignages, comme étant tout à fait indépendant au plan politique et tout à fait intègre. Et vous savez, il y a une méthode au niveau de l'IFOP. Proche des milieux plutôt de droite. Ah oui, absolument, très macroniste, des milieux etc. affairistes, quoi, on va dire. Très macroniste. Hein. C'est lui qui avait dit, je ne sais plus, il y a combien de temps, il avait dit qu'en fait, une grande majorité des Français ne cherchaient pas le départ de Macron, quelque chose comme ça, à un moment où d'autres sondages disaient ne le souhaitaient pas. Oui, ils ne le souhaitaient pas. Bon, c'est quelqu'un qui est... Alors bref, et on voit bien au niveau des questions ensuite, enfin, pour terminer, au niveau de l'orientation des questions, et en plus, non seulement elles sont biaisées, mais vous savez que lui-même le reconnaît, il s'appelle Dabi, c'est ça, le président de l'IFOP, eh bien il reconnaît qu'il y a une méthode au niveau des sondages qui est ce qu'on appelle le redressement ou quelque chose comme ça. Hein, le redressement, exactement. Oui, voilà, je crois que c'est le terme. Eh bien, en gros, c'est un petit peu, on affine, quoi. Ouais. On affine et on arrondit. Et ça, c'est pas du tout, évidemment, c'est pas du tout scientifique. C'est pas du tout comment professionnel. Et dans quel sens on arrondit, dans quel sens on affine. Alors, et enfin, pour terminer, la confusion des termes. Là, tu traites tous les sujets. On peut peut-être faire plusieurs sujets, mais vas-y. Non, parce qu'au niveau du terme islamiste, non, mais je suis d'accord. Moi, je voulais y aller progressivement. Ah, ok, pardon. Déjà, je voulais qu'on s'attarde un petit peu sur justement la méthode. Oui, d'accord. Et on reviendra ensuite sur le fond. Voilà. D'accord. Sur la méthode, moi, juste, j'ai un ou deux petits éléments et voilà, vous continuez la discussion. C'est que donc le panel, donc la population qui a été choisie, enfin qui a été utilisée pour faire cette enquête, la base c'est sur 15 000 personnes qui ont répondu à une enquête numérique. Oui. Et sur ces 15 000 personnes, on a retiré 1005 personnes qui se déclaraient elles-mêmes, musulmanes. Et sur ces 1005 personnes, il y avait des personnes qui étaient de nationalité française et se déclarant musulmanes, enfin se déclarant français et musulmans, et des personnes se déclarant étrangers, donc d'une nationalité. Quand tu dis on a retiré, c'est eux qu'on a pris comme souche. En fait, ils ont pris ils ont interrogé 15 000 personnes avec un certain nombre de questions, et dans ces questions, il y avait mais il faut que tu me donnes l'endroit exact. Voilà. Ce volet de l'enquête a été mené auprès d'un échantillon de 5 personnes, donc c'est ce que j'ai dit, de religion musulmane, extrait d'un national représentatif de 14 000, bon j'ai dit 15 000, âgés de 15 ans et plus, résidant en France métropolitaine. C'est important parce que, je le reprécise, il s'agit soit de personnes françaises ou non françaises. Alors moi, c'est quoi le problème là ? Il n'y a pas de... Comment ça, c'est quoi le problème ? Oui, non, mais je veux dire... Non, c'est pas un problème, c'est la manière dont ils ont fait l'enquête. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont tiré des lois, j'allais dire, générales sur la population musulmane en France à partir des réponses de 1005 personnes qui se déclarent musulmanes. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a d'aucune manière, par exemple, il a une possibilité de vérifier qu'elles sont musulmanes. Ouais. Tu vois, c'est déclaratif. Oui, mais ça, c'est un peu normal en même temps. Ouais.
Alors oui, c'est un peu normal, mais c'est juste pour signaler comment ça a été fabriqué. Ouais. C'est pas après, c'est pas forcément inhabituel, hein, mais c'est comme ça que ça a été fait. Samir, ça c'est le premier point. Je répondrai ensuite à ça. Le pire des biais, si on peut revenir sur la page de tout à l'heure, Yazid, s'il te plaît, le pire des biais, si tu veux, il est moins sur la fiche technique du sondage, c'est moins sur l'échantillon, la taille de l'échantillon, que sur les questions et l'interprétation. C'est un autre aspect. C'est un autre aspect. Moi, je veux donner tous les aspects. Restons sur le premier. Yazid, donc, si tu pouvais, mais sinon, ça fait rien. 1005, si tu veux, par ce qu'on appelle la méthode des quotas. La méthode des quotas, c'est quoi? Les critères sociodémographiques, le sexe de l'individu et l'âge de l'individu. On connaît la démographie française. On sait qu'il y a 48% d'hommes et, par exemple, 51 ou 52 d'hommes. Donc, dans notre échantillon, pour qu'il soit représentatif, il faut qu'il y ait cette proportion-là. On sait que dans la démographie française, il y a tant de personnes de telle tranche d'âge. Pour que notre échantillon soit représentatif, bien sûr, il faut qu'il ait tous les critères. Ces critères. Voilà. Sauf que ces critères-là, quand on veut faire un sondage sur qu'est-ce que tu achètes, des yaourts aromatisés ou des yaourts aux fruits, ça passe. D'accord? Si tu achètes, tu fais tes courses dans tel magasin ou tel magasin, ça passe. Mais quand ça concerne une population spécifique, il n'y a pas autant de CSP supérieurs au sein de la communauté musulmane que dans la moyenne nationale. Il n'y a pas autant de... Enfin, les critères, ils sont biaisés d'avance. C'est une population plus jeune, par exemple. Exactement. Voilà, la population musulmane, est-ce qu'ils font ces redressements en amont, avant même de procéder à l'enquête? Non. Et, ce qu'ils nous annoncent, en tout cas les précisions méthodologiques et la fiche technique ne dit pas qu'il y a eu un redressement en amont pour que l'échantillon colle bien. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, les statistiques confessionnelles sont interdites en France. Personne n'est capable de dire officiellement de combien est composé, quelle est la proportion de la composante musulmane de France. Ils sont 9 millions, comme l'avait dit Bayrou au mois de mai dernier. Hein, quand il avait parlé, après l'assassinat, le chiffre il change tous les 15 jours. Après l'assassinat d'Abou Bakr Sissi, il a dit ne stigmatisons pas les 9 millions de nos concitoyens musulmans. Là, on nous dit 5 millions. Les pourcents. Donc, c'est vraiment au niveau technique, méthodologique, déjà, il y a ces biais et c'est insupportable et c'est inacceptable. Voilà. Donc, dans l'enquête par musulmans, ils disent qu'on entend donc les personnes ayant répondu musulmanes à la question « Pouvez-vous nous dire quelle est votre religion si vous en avez une? Catholique, protestante, juive, musulmane, orthodoxe, bouddhiste, autre religion, sans religion. Vous ne souhaitez pas répondre ? Vous ne souhaitez pas répondre. Contrairement à certaines enquêtes publiées dans le passé, la cible de cette étude exclut donc les personnes ayant un de leurs parents musulmans, mais qui s'identifient pas personnellement à cette confession, qui ne s'identifient pas personnellement à cette confession. Pardon. Mais bon, si je peux me permettre... Mais permets-toi. De toute façon, il y a quelque chose qui sent mauvais dans cette enquête. Je reprendrai exactement ce qu'a dit Mathilde Panot. Mais laissez-les tranquilles. C'est quoi votre obsession ? C'est quoi votre obsession d'aller embêter, voir les musulmans, si leur pratique, etc. Avec des termes, et c'est là qu'on va arriver aux termes, qui sont complètement biaisés, qui sont complètement anti-scientifiques. Voilà, alors le terme de charia, justement, elle faisait remarquer, qui n'est pas à aucun moment où on demande aux gens, voilà, la charia, avec cette précision quand même, qui ne savent même pas ce que ça veut dire que charia. Tout à fait. Alors, pour être très précis, je te redonne tout de suite la parole pour être très précis, parce que il y a une émission qui a été faite sur un autre média et où il y a une personne de l'IFOP qui justement explique et qui dit c'est la question. Écoutez bien, là je vous cite la personne. C'est la question la moins parfaite. Et en fait, la question la moins parfaite, c'est celle où il demande aux personnes. Je ne sais pas si j'ai l'intitulé exact, mais en gros, est-ce que vous placez au-dessus la loi musulmane ou les lois de la République? Voilà, c'est ça. Voilà. Pour vous, la loi musulmane doit-elle être
sur l'application. Ouais, elle doit être. Mais de toute façon, Voilà. Et attends, je termine. Et en fait, le gars dit texto que comme c'est un entretien téléphonique, en fait, la personne doit dire la loi musulmane. Et si le questionné demande une précision, à ce moment-là, il avait la possibilité de dire, par exemple, la charia. Mais il n'a pas été dit clairement cette question. Alors que dans les analyses, par contre, et dans les discours et les commentaires, là, les gens disaient X% de jeunes pensent qu'il faut appliquer la charia, alors que la question n'avait jamais été posée. Youssef. Mais de toute façon... Je sais que je t'agace. Non, tu m'agaces pas du tout. C'est ce genre de choses qui m'agace terriblement. Moi, je le déchire, ce genre de sondage. Il n'a aucune valeur. Je le dis, il n'a absolument aucune valeur. D'abord, parce que je ne fais plus aucune confiance à l'IFOP. Il y a longtemps qu'on sait que l'IFOP est une officine hyper réactionnaire, d'accord ? Et je peux citer d'autres sondages. Oui, le mec, pour se justifier, il dit on travaille avec Marianne, avec Charlie Hebdo, voilà. etc. De grandes références démocratiques. Et, j'imagine franc-tireur. Et tout à fait intègre par rapport aux musulmans, etc. Donc, de toute façon, c'est un sondage qui est complètement orienté, fait par du personnel complètement orienté, commandité par une officine complètement orientée. Donc, le problème, il est là. Il est que moi, je n'ai même pas envie. Mais bon, si on veut vraiment rentrer là-dedans, ça fait partie de cette grande campagne islamophobe où on fait monter l'extrême droite actuellement en agitant à chaque fois l'épouvantail musulman. Parce que même le fait de rentrer là-dedans, ça ne veut rien dire. Que veut dire islamiste ? Que veut dire charia ? Que veut dire, ce sont autant de termes qui sont complètement imprécis. Islamiste, ça n'a jamais été interdit d'être islamiste. Maintenant, islamiste est devenu synonyme de terroriste. Mais prenons le vocabulaire pour ce qu'il est. C'est quand même absolument incroyable. Ça veut dire quoi, islamiste, c'est partisan. Alors, c'est un islamiste, en théorie, c'est partisan d'une configuration politique qui se réfère à l'islam. Mais c'est extrêmement vaste. Oui. C'est extrêmement vaste. Je veux dire, on a une gamme qui va de... Je sais pas, quel rapport peut-il y avoir j'en sais trop rien, mais il y a des tas de pays arabes qui ont comme référence l'islam, sans qu'ils soient considérés comme des terroristes, je veux dire, des régimes. Alors on pense ce qu'on veut de ces régimes, hein. La question n'est pas là. Mais sans qu'ils soient considérés comme terroristes, islamiste, c'est qui prend l'islam comme référence. Mais il y a 1000 façons de prendre l'islam, et ça n'a jamais été un délit de toute façon. Le seul délit qu'il y a, c'est ne pas respecter les lois et ne pas payer ses impôts. C'est la seule chose qu'on peut exiger des musulmans. Absolument rien d'autre. Si le type il a envie d'être islamiste, il est islamiste. Tant qu'il respecte les lois. Bon, et même il y a certaines lois, on le voit bien, les lois sur les signes religieux à l'école. Mais en tout cas, je veux dire, c'est ça le principe de base. Et tout le reste, c'est de la tchouka, c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. On sait très bien que c'est les musulmans qui sont visés. On sait très bien que c'est pas les autres religions qui sont visées. On sait très bien on sait très bien où ils veulent arriver de toute façon. Mais regardez-moi ce journaliste. Mais quel clown, ce journaliste! Vous vous rendez compte, il est là. Encore là, c'est une version soft. Hein. Mais tu as tout à fait raison, il est soft, hein. Ouais. C'est pas pro, etc. Parce qu'il y a par exemple un journaliste, je vais même pas le citer parce que il a le procès facile, un journaliste de la chaîne CNews, mais tu entends le discours, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire que lui, à partir de ce sondage, il en tire la conclusion qu'il y a plus de 140 000 islamistes potentiellement terroristes. Mais oui. T'imagines jusqu'où ça va? C'est-à-dire que tout à l'heure tu parlais de cible dans le dos, et là en fait il y a une décomplexion, une sorte de libération très très radicale, très j'allais dire très rapide aussi, parce que ça se fait de plus en plus vite. Je pense notamment à Sarah Knafo de Reconquête, qui parle de rémigration en fait, hein, de rémigration par dizaines de milliers. Elle parle de. Mais c'est même pas réprimé ça. Voilà. Et ça se déverse tous les jours sur CNews et sur d'autres. Alors moi je me pose une question. Etc. Alors je me pose une question parce que la seule question c'est qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la guerre? Vous voulez la guerre? Mais c'est absolument incroyable. Il n'y a personne qui va réagir contre ça. Parce qu'ensuite, on va parler de la guerre en Ukraine. Hein. Mais je crois qu'il y a des gens qui rêvent d'une guerre à l'intérieur du pays. Et ils font tout pour cela. Et ils avancent leurs pions. C'est comme dans une partie d'échecs, comme dans une partie de dames. Régulièrement, step by step, hein, les pions sont avancés. Ouais. On sait très bien où ils veulent arriver. Ouais. Parce que ça ne peut se terminer que tragiquement, ce genre de choses. Et pour tout le monde. Mais c'est grave, c'est extrêmement grave. Personne ne va réagir dans ce pays, dire « Oh,
La paix. Basta. On veut la paix. Ouais. Lâchez-leur la grappe. Lâchez-leur la grappe, c'est exactement cela. Bon, c'est pour cette raison qu'on est là, Youssef, et qu'on en parle. Merci Samir d'avoir choisi bien PDH, PDH bien sûr, à PDH. Quand je te remercie toi, c'est PDH d'avoir choisi de parler de ce sujet parce que contrairement à ce que certains pourraient, je dis bien, le croire, un sondage comme celui-ci est très dangereux. Youssef, tu as, à juste titre, tu viens de parler de qu'est-ce qu'ils veulent. Ces gens, ils veulent la guerre, mais c'est la guerre qu'ils veulent. Parce que il y a Daniel Schneiderman, il y a 3 ans de ça, même pas. Il a l'avant-dernier livre, son dernier livre, c'est le charlisme. L'avant-dernier livre, c'est La guerre avant la guerre. Ah oui. C'est le titre du livre. Oui, d'accord. La guerre avant la guerre. Parce que avant la guerre réelle, il y a la préparation à la guerre. Une préparation à la guerre qui est aussi une guerre médiatique, une guerre politique, une guerre de propagande, de stigmatisation, etc. C'est ce qui est en train d'être fait. Et je voudrais attirer l'attention des musulmans. Il y a 5 ans de ça, il y a 5 ans de cela, Youssef, j'en ai parlé d'une autre étude qui a été faite il y a à peu près 7 ans, en 2018, sur le fameux rapport de Hakim El-Karoui, la fabrique de l'islamisme. Oui, oui. La fabrique de l'islamisme, il a fait lui-même aussi un sondage, alors là, le sien, le biais au niveau de l'échantillon, il était flagrant, parce qu'il y a des non-musulmans qui font partie, et il le dit dans la fiche technique. J'en avais écrit un article que j'ai publié sur Mediapart, en septembre 2018, lettre ouverte à mes co-religionnaires, si tu peux, s'il te plaît, Yazid, la dernière visuelle que je t'ai envoyée, donc dans lequel je mettais l'alerte de mes co-religionnaires, parce que je suis imam, j'ai le droit quand même de m'adresser à mes co-religionnaires. Voilà ce que je dis. Imaginez un peu, mes co-religionnaires, imaginez un instant la réaction du président de la République quand on lui présentera le scandaleux rapport sur l'état de la communauté musulmane de France. Qu'est-ce que ce rapport dise en substance? Que 28% de cette communauté, des âgés de plus de 40 ans, sont en sécession avec les valeurs de la République et que leurs enfants de moins de 25 ans sont à 50% en rupture avec la société, en repli et dans un processus qui pourrait les conduire à la radicalisation violente. Imaginons qu'il accorde, je parle de Macron, finalement il a accordé plus que du crédit, puisque la loi sur le séparatisme, elle est venue après. Imaginons qu'il accorde du crédit aux thèses, hypothèses et conclusions de ce rapport. Vous imaginez un peu la panique qui sera la sienne? Que va-t-il décider à la lecture d'un tel rapport? 2 points pour conclure ce papier. Le rapport, la fabrique de l'islamisme, est, comme l'illustre si bien son image de couverture, un ensemble d'engrenages et de mécanismes que l'auteur appelle processus. Ces engrenages sont censés, selon son auteur, représenter l'état actuel de l'islam de France. Cependant, force est de dire que ce rapport très alarmiste, truffé d'hypothèses et surtout de conclusions tendancieuses et idéologiquement orientées, accable et culpabilise une communauté déjà stigmatisée et pointée du doigt depuis quelques années. Attends, on arrive à le point final, c'est le plus important pour moi. Réveillez-vous! De vos langueurs. Je dis de vos langueurs, mes chers co-religionnaires, renseignez-vous, cherchez à comprendre ce qui se joue autour de vous, libérez-vous de vos peurs, exprimez-vous, élevez vos voix. C'est ainsi et ainsi seulement que vous montrerez qu'en tant que citoyen, vous êtes à la hauteur de ce que vous aspirez pour votre religion et celle de vos enfants. Et Dieu merci que cette fois-ci, Samir, il y a des voix qui s'élèvent après ce sondage, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a 3 CDCM, et honte à ceux qui ne se sont pas... Conseil départemental du culte musulman. Il y a le CFCM au plan national, que Darmanin et Macron ont effacé, comme ça, un président... Ils ont remplacé. Et qu'ils ont remplacé par le FORIF. Le forum
de l'islam de France qui n'a aucun statut. Même pas un dépôt de statut dans une préfecture. Vous avez une représentation des musulmans qui n'a aucun statut. Donc, il y a 3, on en parlera tout à l'heure, 3 CDCM qui portent plainte contre l'IFOP. Ils ont raison de le faire. Et honte à ceux qui ne se sont pas joints à cette plainte. Il faudrait qu'ils le fassent s'ils ont encore un peu de, de gravité et de sens de responsabilité. Parce qu'il y va de leurs enfants. Il n'y va pas uniquement de leurs enfants, il y va de ce pays. Parce qu'effectivement, quelqu'un a raison de le préciser. Ce qu'ils veulent, c'est organiser le fameux référendum sur l'immigration. Le fameux référendum. Il a dit, on dirait Jean Jaurès, l'imam. Ah. Et effectivement, référendum sur l'immigration, on voit très bien les conséquences. Hein. Le but est de fracturer cette société, de la diviser sur des critères avérés ou pas, de religion. Mais moi, je leur demande. Alors, souvent, on prend comme référence l'avant-seconde guerre mondiale. Et ce qui est arrivé aux Français de confession juive. Mais prenons aussi ce qui est arrivé au Moyen-Orient, au Liban. C'est que les gens ne se rendent pas compte comment on fabrique la guerre, on prépare la guerre. Au Liban, la guerre civile des années 70, qui a été voulue par les factions d'extrême droite, religieuses, des factions chrétiennes d'extrême droite, eh bien, auparavant, il y a eu, malheureusement, ensuite ça prend partout. La guerre civile, c'est un poison. La guerre civile, c'est vraiment un poison parce qu'ensuite, ça a pris aussi chez les musulmans, ça a pris dans toutes les confessions. C'est qu'on prépare. Mais je ne sais pas si vous imaginez. Ou même prenons même, je ne vais pas prendre la guerre de sécession aux États-Unis, mais comment on peut préparer les esprits ? On a des populations qui sont complètement mêlées, qui sont mixtes, tout ce que vous voulez. Et comment progressivement, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. L'étape suivante, donc on commence par dire qu'il y a un danger avec les musulmans. Mais imaginez ce que cela va provoquer dans les familles mixtes. Vous comprenez le problème ? Ça va provoquer de la défiance entre les belles familles, etc., etc. Ça va commencer. Mais c'est pour ça que je dis... Il y a quelqu'un qui cite le Rwanda, parce que c'est vrai que les Hutus et les Tutsis, c'est une construction politique. Mais bien sûr, complètement une construction politique. Pichcotte. Tout à fait. Au Rwanda, c'est exactement pareil. Des dizaines d'années de préparation et on aboutit à ça ensuite. Et on pourrait prendre des tas d'exemples. Donc pas uniquement. Comment les Irlandais sont devenus blancs. Ah oui, comment les Irlandais sont. C'est ça. Mais là, c'est inversé. Oui, c'est un processus. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a un camp politique qu'on appelle l'extrême droite, pour faire simple, qui prospère justement sur ces questions d'islamophobie, de racisme, etc. Oui, et donc il y a une forme de course à l'échalote où il faut toujours en faire plus. On verra Laurent Wauquiez tout à l'heure qui a une proposition absolument immonde. Et en fait, voilà, on fait croire au peuple que en fait il y a on le travaille. Des éléments comme ça et qu'il est en danger. Avant c'était le séparatisme, oui. Et maintenant c'est l'entrisme. Mais oui, c'est-à-dire qu'on prépare et ce qui est grave là-dedans, c'est que les Français d'extrême droite, alors au niveau de l'immigration, il y a ceux qui vont avoir peur, qui vont se taire et qui vont faire profil bas, d'autres non. Mais ce qu'il y a de grave, c'est que les Français d'extrême droite sont convaincus de cela. C'est-à-dire qu'on aura beau dire que ce sondage n'a aucune valeur. De toute façon, ils en sont convaincus. Et donc, moi, j'en veux beaucoup à ces hordes de journalistes, de canailles de journalistes qui, jour après jour, abreuvent, mettent du combustible dans cette terrible machine raciste. Et ces gens-là, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils alimentent. Parce que les pros et autres, ensuite, moi, je veux les voir en face. Si jamais, à Dieu ne plaise, la situation dégénérait dans ce pays, en disant vous avez votre part de... Comment ? On ne le souhaite pas. Non, à Dieu ne plaise, bien sûr, on ne le souhaite absolument pas, mais vous avez votre part de responsabilité là-dedans. Vous êtes en train de préparer une guerre civile dans les esprits déjà. Et le problème, c'est qu'ensuite, la guerre civile dans les esprits, très souvent, ça devient la guerre civile réelle dans l'histoire. C'est pour ça que leur responsabilité, elle est énorme. On n'a pas le droit de mentir. On est journaliste, tout ce qu'on dit doit être fondé, posé, et on s'appuie sur un sondage complètement bidon comme ça, et qu'on va répandre. On est en train de diffuser la haine au sein de la population, mais se rendre compte de ce que cela veut dire, de ce que cela va avoir comme résultat. Et en plus, pour prolonger ce que tu es en train de dire, il fait un focus très particulier sur la jeunesse.
Moi, ça m'a beaucoup marqué. Surtout, oui. C'est sur les Ah oui. 15-24 ans, Oui. en disant voilà, il y a vraiment une inquiétude, il faut avoir peur des jeunes. Tu sais, c'est vraiment l'ensauvagement, comme on dit, tu sais, les barbares, quoi, comme dit souvent Retailleau. Et c'est vraiment d'ajouter. Parce que si ce n'était pas encore suffisant, quand on voit comment ils décrivent les jeunes des quartiers populaires, les jeunes noirs et arabes, etc., ben là, c'est une couche supplémentaire qui est activée aussi régulièrement. Mais là, je trouve que sur ce sondage, sur cette enquête, ils ont mis le focus, ils ont mis le curseur très haut sur la jeunesse. La fréquentation des lieux de culte, par exemple, c'est un des items, et la pratique de la prière ont largement augmenté en 40 ans, notamment chez les jeunes. Et donc, voilà, ils essayent de montrer donc cette augmentation, alors qui est peut-être, j'allais dire, une réalité, mais j'ai envie de dire, et alors ? Et alors ? Et alors ? Exactement. C'est-à-dire que s'il y a des jeunes, que ce soit des juifs, des musulmans, des chrétiens ou d'autres cultes qui ont envie de fréquenter un lieu de culte, j'allais dire qu'à Dieu ne plaise. Bah oui. Qu'à Dieu ne plaise, tu vois. Mais est-ce que à partir de là, on peut considérer que ça constitue une menace ? Bah là, c'est un biais. Tu vois, tu parlais de biais. Ouais. Là, c'est un biais totalement islamophobe, totalement raciste. Ça serait de partir du principe que un jeune qui pratique une religion, en l'occurrence l'islam, en se rendant à la mosquée, serait par nature une menace dangereux pour la société. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Vas-y aussi. Non, je t'en prie. Effectivement, il y a de bonnes remarques au niveau du chat. Absolument. Dont je voudrais faire état. Bon, une personne qui disait effectivement à juste titre que c'est aussi pour préparer donc ce référendum sur l'immigration, dont on sait très bien les conséquences catastrophiques, désastreuses qu'il aurait, parce que ça veut dire que voilà, le problème principal de ce pays, quand un pays est en panne, eh bien, il a une solution, c'est la guerre. Et là, c'est la guerre à l'extérieur, la guerre à l'intérieur. Je crois que c'est extrêmement grave. Et puis aussi, quelqu'un d'autre qui le dit à juste titre, eh bien, ce serait aussi pour préparer une citoyenneté de bas étage, une citoyenneté au rabais. Une citoyenneté à géométrie variable. Oui, parce qu'on pourrait très bien envisager par la suite... Comme un statut de l'indigénat. Voilà, exactement, comme un nouveau statut d'indigénat, t'as raison, avec par exemple, en raison du danger potentiel qu'il représente, les musulmans, eh bien, ne sont pas admis dans certaines professions. Ouais. Comme il y a absolument en Palestine occupée, dans l'État d'Israël, pour ceux qu'on appelle les citoyens palestiniens d'Israël, avec une citoyenneté secondaire. Le Nutri-Score, tu vois, tu connais le Nutri-Score ? Non. C'est sur les aliments. Maintenant, tu as un truc qui s'appelle le Nutri-Score, ça va de A à F, si je me trompe pas, ou de A à E. Ah oui, d'accord, voilà. Pardon. Oui, et bah là, il y aurait un Nation-Score, tu vois. Tu aurais une citoyenneté, une lettre. Tu vois, tu serais, par exemple, t'as combien en Nation-Score ? Bah, moi, je suis du coup, t'aurais pas le droit d'être policier, par exemple. T'aurais pas le droit d'être policier. Mais absolument. Et d'ailleurs, il y y en a qui l'ont proposé au Rassemblement National, en disant que certains emplois de services publics sensibles ne devraient pas être fournis aux binationaux, par exemple. Mais absolument. Donc tu as tout à fait raison. Et c'est exactement ce qui se passe en Israël, avec une citoyenneté low cost, quoi. Ce serait vraiment ça, la citoyenneté low cost, tout est low cost. Voilà. Youssef, c'était au début des années 90, les bagagistes de Roissy. Ah, mais oui. Par dizaines. Mais oui. Par dizaines de jeunes issus de la communauté. Tout à fait. À qui se sont vus retirer. T'as tout à fait raison. Leur badge. Pour l'accès aux zones sensibles. Aux zones sensibles de Roissy. Des bagagistes, et pas de sensibles, mais juste accès pour les bagages. Mais je le sais, j'ai un ami à qui ça arrivait, un ami qui était steward. Ça fait 30 ans. Qui était steward dans une compagnie. Rod. Et donc, comment ? Rod, non ? Oui, pardon, très drôle. Vas-y, continue. Et donc, il était steward dans une Air France en plus. Hein, alors, lui, c'était par rapport à la Palestine. Ah, on va dire, il était lié au réseau Palestine, tout à fait normaux. Ce qui est bien. Tout à fait, les missions civiles. Et bien, il s'est fait retirer son badge. Et d'ailleurs, je tiens à saluer la mémoire de l'avocat Tubiana. Du fond.
de la Ligue des droits de l'homme, Tubiana, parce que c'est Tubiana qui ensuite, paix à son âme, qui avait réussi au cours du procès, eh bien, à le défendre. Et voilà. Page 55, Yazid. Donc oui, donc je disais, Youssef, c'est depuis longtemps qu'il y a cette ségrégation. Mais oui. Mais là, ce qui se passe avec donc ce nouveau, c'est-à-dire ce nouveau paradigme entre guillemets, c'est-à-dire cette nouvelle hypothèse, c'est que les musulmans. Moi, je dirais cette nouvelle offensive, c'est-à-dire que c'est une offensive, si tu veux, coordonnée, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a eu l'institut de sondage, les organes de presse, parce qu'ils ont tous attaqué en même temps, vraiment, plus le politique, c'est-à-dire le RN, Reconquête, et puis tous leurs affiliés. Et en fait, tout le monde a attaqué de manière coordonnée, massive, puissante. Et c'est pour ça que ça a donné un peu cette déflagration, je crois. Donc, là, en deux mots, pour moi, toute cette propagande et cette, je dirais, cette offensive de la semaine qui vient de s'écouler, elle ressemble beaucoup à la radio Mille Collines dans 93-94, dont le rôle dans le génocide rwandais est connu par tout le monde. Déjà, donc il faut faire attention à cela. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, après on viendra à ça, mardi il a été auditionné par la commission du Parlement sur les relations entre les politiques et l'islamisme, a dit... Et surtout entre la France insoumise. Voilà, France insoumise, bien sûr, tout le monde l'a compris, qu'il faut passer à l'étape 3 sur l'entrisme. Vous vous souvenez, au mois de juillet dernier, au CDSN, le Conseil de défense et de sécurité nationale, il était question qu'à la rentrée, on va voter une loi sur l'entrisme qui va suivre celle, mais comme il y avait des problèmes au niveau du gouvernement, etc., ils l'ont mise de côté. Là, ce sondage-là, un des buts, c'est de reprendre ce dossier et de voter une nouvelle loi sur l'entrisme après la loi sur le séparatisme. Non, mais ça me fait toujours, quoi. Oui. Ce que je voudrais dire aussi, en parlant du fond, je vous demande un peu de regarder la page 55. Le degré de sympathie. Ah non, c'est pas ça. Et regardez-moi cette page 55. C'est laquelle? C'est regardez ça juste la question. Le degré de sympathie à l'égard des différents courants islamistes. Voilà. Déjà, comme on dit communément, le diable se cache dans le détail. Oui. Et le détail, moi, je le vois. Le shaitan. Oui. Il est là. Ça, c'est pas notre langage, Youssef. Ici, on parle d'intégrisme, on parle de rigorisme, on parle de fondamentalisme, mais on parle pas du wahhabisme. C'est-à-dire, à part dans les médias. On ne parle pas du salafisme, à part dans les médias. On ne parle pas du tablir, surtout. Qui connaît les tablirs? Qui connaît les takfirs? Tu connais, toi, les takfirs? Tu ne connais pas. Moi, je connais. Tout ça, je le connais. Le djihadisme. Ah, si, on connaît, moi. Attends, moi, je connais. Mais bien sûr. Il se trouve qu'en 2006, quand j'ai écrit mon livre, et je l'ai cité dans le procès il y a 40 jours, le 13 octobre dernier, mais ça n'a pas été repris, Dieu merci, dans leur ordonnance. Et d'ailleurs, ça l'a fait remarquer la procureure générale, la représentante du ministère de l'Intérieur. Elle a dit, Monsieur Aoussat, il fait la différence entre le djihadisme et le terrorisme. Elle m'incrimine de faire la distinction entre djihadisme et terrorisme. Parce que je dis à la page 100 de mon livre, l'édition de 2006, que... Placement de produits. Voilà. Les poseurs de bombes, terroristes et non djihadistes. Ils sont des terroristes, ils ne sont pas des djihadistes. Ceux qui ont été combattre, je ne sais pas, en Bosnie-Herzégovine ou ils étaient combattre en Afghanistan dans les années 90, pas plus tard. Tout ça ne sont pas des terroristes. Ils n'ont commis aucune attaque. En tout cas, les deux notions ne se confondent pas. Exactement. Ce sont deux choses différentes. Tu vas interroger les gens et tu leur dis envers qui tu as de la sympathie, envers les frères musulmans. Déjà lui qui ne connaît pas, dès qu'il entend frère,
il entend musulman, il dit mais c'est mes frères, parce que le Coran, il lui parle de fraternité musulmane. Donc il dira peut-être spontanément qu'il a de la sympathie pour ses frères musulmans. Mais il ne pense pas à un courant politique. Pas forcément, en tout cas. En tout cas, on peut pas lui. En plus, on est aujourd'hui à une époque où, j'ai envie de dire, et là c'est un petit peu, je blague mais à moitié, où tout le monde s'appelle frère. Oui. Tu vois. Donc c'est vrai que moi je pense qu'il y a vraiment un biais là du coup. Tout le monde est là à dire frère, frère, frère. Mais peut-être que sur ce pourcentage, il y en a une part non négligeable qui pense sincèrement que frère musulman, bah, c'est un homme ou enfin une personne qui est musulmane. Alors, un point. Possible. Hein. Je ne citerai pas le nom, bien sûr, mais il y a une dame qui a engrangé des centaines de milliers d'euros. Parce qu'elle était spécialiste, soi-disant, du radicalisme. Je ne dirais pas. Mais qui confond entre le salafisme et le wahhabisme. Elle est une experte. Ouais. Elle a écrit 2 ou 3 livres. Elle a été consultée par des académies pour définir les critères de radicalisation, etc., qui pensent que le salafisme est né du wahhabisme, alors que le salafisme était né 10 siècles. Je dis bien 10 siècles avant le wahhabisme. Et comment veux-tu, monsieur Landa, mademoiselle ou madame Landa, au téléphone, elle reçoit quelqu'un qui lui dit... On est d'accord. Alors, en plus, la manière dont c'est fait, regarde comment c'est fait. Alors, une autre question, si de manière générale, quel sentiment éprouvez-vous à l'égard Quel sentiment éprouvez-vous à l'égard de la mouvance des frères musulmans, du salafisme, du wahhabisme, du tablir, du takfir, du djihadisme? Elle lance comme ça. Et lui dira, il se souvient peut-être de frères musulmans, parce que c'est le mot qui le tient, il dit frères musulmans. Un autre se souvient, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas tu as de la sympathie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça corrobore et ça corrèle, comme on dit dans le langage courant, avec le fait que c'est une officine extérieure, moyen-orientale, qui a commandité ce sondage, et ce n'est pas français. Ce n'est pas franco-français que d'utiliser ces références-là. Quoi. Mais par contre, chez eux, c'est courant. Très bien. Ça correspondrait à l'hypothèse des Émirats. Ouais. Alors, bon, en tout cas, j'ai du mal à penser que l'IFOP, effectivement, comme tu le dis, que l'IFOP connaît toutes ces nuances. Oui. Connaît toutes ces nuances, et on livre cela aux Français. Non, mais c'est quoi? Mais encore cette purée, là, j'arrive même pas à comprendre. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que de toute façon, encore une fois, eh bien, il est clair que ce sondage est un sondage qui est complètement orienté, et qu'il a comme objectif de pointer les musulmans, les citoyens musulmans, encore une fois, moi je crois que l'attitude de Panot est la meilleure, vraiment. Hein. Je crois que qu'on doit contester ce sondage, même pas en rentrant dans les détails, alors, pour se moquer, parce que je dis, même les journalistes eux-mêmes ne savent même pas ce que c'est que... Je mets au défi les journalistes là. Absolument. De venir, on va voir ça avec eux, on va leur demander s'ils savent ce que c'est que takbir, etc., que ça salafiste, que wahhabite. C'est pas takbir, t'as même pas besoin d'aller jusqu'à eux. Moi, tu me mets au défi, je le perds le défi. Mais pourtant, le type... Moi, je suis incapable d'expliquer ce que c'est. Donc, mais pourtant, le type, il prend ce sondage comme si... donc, qu'est-ce qui... Non, mais c'est absolument incroyable, quoi. Je suis confession musulmane, j'ai 53 ans. Oui, bien sûr. Moi, je serais incapable d'expliquer. Mais bien sûr. Juste, on cite le tweet Yazid. Donc, c'est un journaliste de Mediapart, c'est ça? Donc ça corrobore ce que tu disais tout à l'heure, Youssef. Élément de contexte qui n'est jamais mentionné au sujet de cette étude de l'IFOP. Son commanditaire, la société GW Analyses, a des liens avec les services de renseignement des Émirats Arabes Unis, comme l'avait révélé Mediapart en 2023. Alors pour une fois, Mediapart dit quand même des choses intéressantes parfois. Ça arrive, quand même. Ça arrive. On n'est pas d'accord sur d'autres choses, mais oui, là, en l'occurrence... Tout à fait. Et en tout cas, il n'y a pas que Mediapart d'ailleurs qui l'a dit. Hein. Et effectivement, ça correspond. Je crois que c'est tout à fait cela. Alors c'est tout à fait incroyable parce que en fait, pour l'État, il y a les bons
il y a les bons, alors je reprends les termes, hein. Vas-y. Il y a les bons salafis, enfin les bons fondamentalistes et les mauvais fondamentalistes, parce que même l'expression fondamentaliste qui ne veut rien dire, il y a les bons musulmans et les mauvais musulmans. Quand Joulani est reçu à la télévision, apparemment c'est un... Quand les Saoudiens... Il est passé à la lessiveuse. Quand les Saoudiens sont... Parce que, je veux dire, vous savez, il y a aussi un affrontement en France entre Saoudiens, Émiratis et Qataris, etc. Enfin bon, il y a un affrontement au niveau... Il y a une concurrence, quoi. Et il y a une concurrence... Non, mais la France, au niveau de ses commanditaires, la France a beaucoup de liens avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats aussi, hein. Et effectivement, il y a un affrontement vis-à-vis du Qatar. Donc il est évident que lorsque vous êtes saoudien, lorsque vous êtes émirati, vous n'avez absolument aucun problème en France. Et vous pouvez venir... D'ailleurs, c'est assez étonnant, mais je l'avais dit peut-être, mais j'entends actuellement une publicité pour vous dire à quel point... une publicité sur la chaîne France Musique. Radio Classique, pardon. Radio Classique. Julie Schubert. Voilà, exactement. Lully Schubert. Que j'écoute. Donc c'est trois marques. Dont je suis. Tchaïkovski. Dont je suis un fervent auditeur. Baninov. Et imaginez qu'actuellement, mais alors en boucle, vous avez une publicité, vous n'allez pas me croire, pour l'Arabie Saoudite. Alors, ce qui normalement serait... C'est pas pour une compagnie aérienne, non? Non, c'est pour aller voyager en Arabie Saoudite. Oui. Alors, non, mais imaginez le discours qu'on n'aurait jamais entendu. Alors, ce qui, si jamais ça concernait d'autres pays, serait, je sais pas, l'Iran, n'importe quoi, la barbarie à visage humain, ou j'en sais trop rien. C'est moins vendeur. Le niveau zéro. Là, ça devient... un pays authentique. Ouais. Alors, un pays authentique, ça devient de l'authenticité. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ce qui ailleurs serait considéré comme... non, là, ça devient... Par exemple, un con deviendrait un non comprenant. Un non... Exactement. Voilà. Alors il y a un côté métaphorique. Oui, alors ils invitent à aller voyager en Arabie Saoudite. Excusez-moi pour le gros mot. Alors c'est Radio... c'est en collaboration avec Radio Classique, hein. Il y a un voyage, là, en février, alors un super voyage en Arabie, avec une super belle musique classique en fond, etc. L'Arabie, un pays authentique, qui est une des grandes puissances du monde et tout. Alors, ce que je veux dire, c'est absolument incroyable. Non, mais toi, bien sûr c'est-à-dire que c'est l'indignation à géométrie variable, et puis, moi, j'ai envie de dire, tout simplement, ils n'ont pas de figure. Oui. Alors, c'est drôle, parce que ce sera le Qatar. Moi, je rentre pas dans ces histoires de Qatar, Arabie Saoudite. La radio dont tu parles, c'est le service public? Non, pas du tout. Non, c'est Radio Classique. Hein. Il y a tous les fachos dedans. Hein. Je le reconnais, je l'écoute tout le temps, mais elle est très réac. Je le dis franchement, elle est très réac. Ça va, Yazid? Non, mais ce que je veux dire, c'est que si jamais... On enchaîne. Non, mais si jamais c'était le Qatar, comme actuellement, visiblement le Qatar est dans l'œil du cyclone, alors au contraire, ce serait un pays vraiment dangereux, qui soutient les terroristes, vous voyez ce que je veux dire, du Hamas et tout. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en vérité, ils conforment complètement leur discours à leurs intérêts politiques, parce que l'Arabie Saoudite et les Émirats larguent beaucoup de fric en France, évidemment, comme on le dit communément, de façon populaire. Et voilà. Donc c'est pour ça que c'est tellement dingue. Je veux dire, alors il y a des gens qui vont prendre ça au sérieux. Alors ce qui me fait rire, moi, c'est que les fachos français, par contre, ne rechignent pas devant l'argent des Saoudiens et des Émirats. C'est ça. Parce que alors là, on pourrait faire un dossier là-dessus. C'est comme il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Exactement. Il y a le bon arabe et le mauvais arabe. Exactement. Nordine. Alors, comme on disait tout à l'heure, l'histoire ne se répète pas, mais c'est un autre adage. Hein. Donc, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Il se trouve qu'en 2014, j'ai publié un post sur ma page Facebook, le 19 novembre 2014. C'est Team Facebook ce soir, les gars, ici. Hein? C'est Team Facebook. Il n'y a pas de Snapchat, il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas d'Insta. C'est la Team FB, mon gars. La FB Team. Je ne sais pas si sur les autres réseaux sociaux, ça se passe comme ça, mais je t'assure que moi, Facebook, je me sens très bien. Regarde, ça, je l'ai complètement oublié. Ouais. Il me l'a rappelé il y a une semaine, le 19 Par contre, fais des captures d'écran. Alors, je ne suis pas un frère musulman. Je ne l'ai jamais été. Cependant, aujourd'hui, je m'y sens complètement rattaché et solidaire. Avec qui? Avec les frères musulmans, pardon. Quand je regarde la liste des associations, notamment celles d'Europe et d'Amérique, qualifiées de terroristes par les Émirats arabes
Unis, pardon, ces associations qui Déjà sont des acteurs, déjà à l'époque, il y a 15 ans, il y a 11 ans de ça, majeurs de la da'wa en Occident, même si nous ne partageons pas complètement, loin de là, toutes leurs positions, nous ne saurions toutefois accepter qu'elles soient classées comme des associations terroristes, a fortiori par un État musulman. Cette liste est non seulement injuste et incompréhensible, mais elle est surtout un préalable d'une grande gravité pour l'avenir Daesh, AQMI et Boko Haram. Donc pour eux sont les menaces. Voilà, qui sont des vraies associations terroristes. Je dis, pour ne citer que ces organisations, doivent rire de tous leurs éclats quand l'UOIF, le Caire, le Secours islamique sont classés comme des associations terroristes. Alors le Caire, c'est quoi les Émirats Arabes Unis, hein. Le Caire, attends, voilà, par contre, voilà, le Caire, il vient d'être annoncé hier par Trump comme qu'il sera classé, son dossier il est en cours d'étude comme association terroriste. C'est quoi le Caire? 11 ans. C'est un peu nord-américain, l'organisation nord-américaine de représentation des musulmans. D'accord. Islamic Representation American, voilà. Quand on voit qu'ils sont capables de classifier ou de vouloir classifier l'UNRWA, donc la branche humanitaire de l'ONU à Gaza comme organisation. Alors l'UNRWA, c'est même plus que ça, c'est l'Office des Nations Unies qui a été créé spécialement pour le relèvement, on va dire, et l'encadrement des réfugiés palestiniens. Donc il n'y a pas de limite. Alors, c'est incroyable. Ce que je dis à la fin, parce que c'est pas dans la capture, elle capte pas tout, j'en appelle, donc je dis que c'est stupide et inadmissible. J'en appelle donc à la conscience, à la vigilance et la responsabilité de tous, frères musulmans ou pas, pour s'indigner et exprimer notre approbation. PS, qu'on ne se méprenne pas. Soyons vigilants et intelligents face à un tel préalable. Il ne suffit pas de cliquer sur j'aime, il faudrait commenter, partager et propager. Ça, je le disais il y a 11 ans. Et aujourd'hui, là, ici, parole d'honneur. Parole d'honneur, il faut l'incarner. Moi, je veux incarner dans ces quelques secondes cette parole d'honneur et je m'adresse à Emmanuel Macron et je m'adresse aussi au Premier ministre pour leur dire... Le Cornu, Sébastien Le Cornu, voilà, en mon nom, voilà, de citoyen, d'imam, et en nom de, j'en suis certain, des milliers, voire des dizaines de milliers qui s'associent avec moi. On ne sait pas ce que tu vas dire, mais peut-être on va s'associer, on va voir. Peut-être, alors je me hasarderai pas si je n'étais pas. Je m'associe par avance. J'en appelle à leur responsabilité que pour le mettre le holà, pour cette montée de haine et de discours alarmistes et ce discours qui pousse à la haine. Et je l'ai dit, le livre d'une journaliste danoise, j'ai confiance en les Françaises et les Français. Je t'assure, je ne le dis pas comme ça, j'ai confiance en eux. Parce que à plusieurs occasions où il y a eu des drames, ou que des groupes de Français, disons, qui n'ont pas forcément de sympathie pour les musulmans, pouvaient passer à l'axe et s'attaquer comme ça de façon, je dirais, ils pouvaient le faire. Ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi ils ne l'ont jamais fait? Parce qu'en fait, il y a une confiance entre nous. À part dans les médias fachos, à part dans les micros des politicards fachos, d'une manière générale, les Françaises et les Français qui sont nos voisins, que ce soit dans les cités, tu as raison. que ce soit dans les zones pavillonnaires, faut le dire aussi, que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans les entreprises, ils savent qui nous sommes. Ils savent que nous ne cherchons qu'à vivre tranquillement, sereinement, notre religion comme d'autres. Un peu de gaz. Les faits sont... Un peu de gazouze. Un peu de gazouze, un peu de limonade. Quand même, tu vois. J'adore. Oui. Ah oui. Mais c'est vrai, et tu as tout à fait raison, c'est que les faits, la réalité, eh bien, dément complètement ces discours de guerre civile. Dieu merci. Et va à l'encontre. Et alors, au niveau de la jeunesse, c'est encore plus flagrant.
c'est encore plus flagrant au niveau de la jeunesse. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a malheureusement une jeunesse qui travaille aussi par l'extrême droite, bon, on s'en rend compte, hein. Mais globalement, la grande majorité de la jeunesse, apparemment, eh bien, ne succombe pas du tout. Et comme tu le dis, dans les entreprises, partout, il y a pas encore cette chasse. Alors malheureusement, certains patrons le font, évidemment. Mais voilà. Donc, il y a la vie réelle qui s'oppose à cela. Il y a la vie réelle qui s'oppose à cela, et la vie réelle ne correspond pas du tout à ce schéma nauséabond que nous présente ce dossier de l'IFOP. Et moi, j'appelle aussi tous nos concitoyens musulmans à refuser, lorsqu'ils sont démarchés comme ça, de répondre aussi. À refuser de répondre à ce genre de sondage. Tout à fait. Mais moi, je pense exactement ça. Mais absolument, faut commencer par cela. Voilà. Et dans le chat, alors, je connais le monsieur, il y a quelqu'un qui n'était pas du tout d'accord avec vous, c'est King Noge. Je ne sais pas si je peux dire qui tu es, King Noge. On l'a déjà dit plusieurs fois. Ah, on l'a dit, c'est Tona. Et donc, il dit qu'il n'était pas d'accord avec vous sur justement le fait que ce qui était dit en termes politiques ne se traduisait pas dans la société civile, etc. Voilà, après, on a le droit d'avoir des avis différents. Le problème, c'est que c'est une société qui travaille, en tout cas pour l'instant. Mais le problème, alors pour l'instant, ça renforce dans leurs convictions les réacs. Ouais. Ça, c'est un fait. Voilà. Ça renforce. On peut s'entendre là-dessus. Et c'est vrai qu'on espère que ça va tenir, que la digue mentale de la société va tenir. Et on est là justement pour qu'elle ne cède pas. Tout à fait. Hein? Youssef, je rajouterai quelque chose. Ces dernières années, à 2 ans, une huitaine d'années, ça a été prouvé, les sondages par rapport aux jeunes, leur vision de la laïcité. Les jeunes Françaises et Français, bien sûr, toutes confessions confondues ou pas de confession, les jeunes Français, tout simplement, leur vision de la laïcité n'est pas du tout dans les clous de l'instrumentalisation qu'ont fait l'État depuis une vingtaine d'années, voire 25 ans, et les partis politiques. Et ça les a alarmés. De même, donc là, il y a plein de livres qui sont sortis sur les jeunes et la laïcité, par exemple. Et donc, c'est pour cette raison que le sondage en question, il accentue sur les jeunes. Or, notre jeunesse française, ils ont grandi avec nos enfants. Ils ont été dans les mêmes bacs à sable, ils ont été dans les mêmes crèches, ils ont été dans les mêmes colonies de vacances, ils ont été dans même dans les lycées privés. Moi, mes 4 enfants, ils ont tous fait un lycée privé. Bon, je le dis comme ça, hein, donc voilà. C'est un choix, c'est un sacrifice, mais Dieu merci, ils sont hyper bien diplômés. D'accord? Mais il y a un point aussi très important. Alhamdoulilah. Il y a un point très important aussi auquel j'attire l'attention. Je ne sais pas si vous connaissez l'équation que quand 30% de Français ont un préjugé négatif vis-à-vis des musulmans, c'est 100%, par exemple, une peur des musulmans, c'est 100% des musulmans qui ont peur de ces 30%. C'est-à-dire, voilà, tu as 30% qui ont peur. Ils te disent, nous avons peur, l'islam nous fait peur. Qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté des musulmans? Bien sûr que ça leur fait peur, cette image que certains ont peur d'eux. Et combien de musulmans ont peur? 100%. Et tu ne trouveras pas un seul musulman qui est content, qui est, je dirais... tu veux dire que c'est une forme d'engrenage, quoi. Voilà, c'est une sorte de grenade, c'est aussi une peur qui est renvoyée pour faire apeurer cette commune. N'ayez pas peur, mes coreligionnaires, n'ayez pas peur. Alors, n'ayez pas peur. Juste, je me permets un peu de pondérer, parce que c'est pas pour pour relancer le débat, mais juste pour pondérer un petit peu, parce que là, on en est très heureux pour toi par rapport à la réussite scolaire de tes enfants, etc. Mais voilà, il faut toujours bien avoir en tête que malheureusement, beaucoup de personnes, et je dirais pas une majorité, mais en tout cas un pourcentage non négligeable et important, voilà, n'ont pas toujours ces opportunités. Malheureusement. Et du coup, ça ne fait que, j'allais dire, s'ajouter à d'autres formes de discrimination. Cette islamophobie, j'allais dire, institutionnelle ne fait que s'ajouter à d'autres discriminations, et donc c'est préoccupant. Mais pour autant, voilà, il n'y a pas de fatalité. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Et justement, il y a des échéances qui arrivent là dans les prochains mois et les prochaines années. Et je crois qu'il faudra vraiment être au rendez-vous. Et d'ailleurs, je finirai par là.
dimanche, il y avait le lancement de la campagne FI sur justement les municipales. Oui. Et dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, auquel j'ai pu assister en tant que journaliste. Comme Éric Nolot quand il va voir Zemmour, tu vois. Oui. C'était en tant que journaliste, c'était pas en tant que sympathisant. Bien sûr. Non, mais je tiens à le dire parce que je tiens à mon indépendance, monsieur Boussouma. Mais bien évidemment. En tant que journaliste indépendant. Et nous tenons à ce que tu tiennes à ton indépendance. En tant que journaliste indépendant. Alors tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé ? Il a justement placé la lutte contre l'islamophobie comme un des combats fondamentaux, cruciaux et premiers qu'il faudra engager et voilà et du coup en tout cas on sait que durant les prochains mois ce sont des sujets qui vont être il y avait du monde en plus, débattus à nouveau et je demande, comme le disait Nordine et comme l'a dit aussi Youssef, à tout le monde de s'impliquer et de s'engager. Il n'y a pas d'autre choix, je le dis franchement, et moi j'ai aucune hésitation. Aucune hésitation. Aucune hésitation. Non, mais je le dis, c'est même pas. Je le dis même si j'étais pas de gauche, mais simplement si j'étais attaché à un certain nombre de valeurs humanistes, à un certain nombre de valeurs humanistes, à un certain nombre de valeurs sociales, eh bien sûr qu'il faut absolument voter la FI. Et qu'aujourd'hui, c'est le seul rempart, c'est la seule chose qui puisse nous préserver d'une certaine forme d'apocalypse qui nous prépare.